Le deuxième point que j'ai évoqué tout à l'heure, c'était sur cette idée de quels sont les problèmes qui peuvent survenir quand tu montes une agence. On a parlé tout à l'heure du fait de travailler avec des clients et de la frustration qu'il peut y avoir. L'autre point que les gens rencontrent, c'est qu'ils ont des problèmes de scalabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne qui a créé la boîte n'arrive pas à se sortir suffisamment de certains process et donc va arriver à un point où généralement il se met à bosser tout le temps et tout le temps sollicité. Il a recruté du monde, il a délégué, mais il y a un peu un truc de blocage qui se fait. Il y a un plafond qui n'arrive pas à être dépassé. Et encore une fois, c'est la même question. Tu vois, je me demande si est-ce que c'est un truc qui est inhérent? Est-ce que c'est un manque de compétences managériales? Est-ce que c'est un manque de capacité à pouvoir déléguer? Qu'est-ce que tu penses de cet aspect-là, vraiment sur l'aspect scalabilité d'une agence? Comment est-ce qu'une agence passe au-delà de je suis capable d'aller chercher des clients à un point où je deviens un truc avec déjà tu as un certain nombre de bureaux, mais tu vois l'étape suivante. Mais je crois que en fait, c'est une question, je pense, un peu d'humilité aussi, c'est-à-dire accepter d'être capable de recruter des gens qui sont meilleurs que toi partout. Et moi, une fois que j'ai réussi à vendre ce concept que j'ai une équipe de brutes épaisses, et c'est un truc aussi qu'il faut être capable d'entendre, hein, mais qui me coûte cher, parce que c'est des gens qui ont des hauts niveaux d'études, pas tous, hein, il y en a, voilà, mais qui sont forts, qui ont une valeur marché importante. Donc je peux pas les faire rester chez Cosa Vostra juste parce qu'on a un bon management, etc. Voilà. Donc que je vends relativement cher, mais qui sont forts. Donc de plus en plus, une fois que j'arrive à vendre ce concept global, j'ai quand même des clients aujourd'hui qui viennent parce que la marque Cosa Vostra est forte. Et qu'aujourd'hui, c'est une marque de confiance. Moi, mes idéaux là-dessus, c'est des McKinsey, c'est peut-être EY, ou alors ça, c'est dans le conseil, mais c'est dire, en gros, tu sais que si tu bosses avec Cosa Vostra, tu te plantes pas. Ok, ça va peut-être te coûter un peu cher, mais en revanche, tu es sûr qu'à la fin, tu auras un truc béton. Donc ça c'est la difficulté pour l'entrepreneur qui est derrière, ou les associés, c'est d'être capable de s'effacer derrière cette marque. Mais le succès que je trouve aujourd'hui sur pas mal de projets, c'est que j'ai des grands comptes, je sais pas si je peux citer les noms, mais des marques de céréales américaines ou voilà, qui sont rentrés chez nous. Honnêtement, je sais même pas vraiment ce qu'on fait pour eux. Je les ai jamais vus. J'ai des GAFA parmi nos clients. J'ai des gens comme ça sur lesquels, de temps en temps, on me demande d'aller à un rendez-vous. Alors, on me briefe évidemment avant. Je donne mes remarques. Je dis, voilà, on fait une demi-journée ou je sais pas. Mais tu vois, c'est un truc sur lequel on bosse depuis 6 mois, sur lequel j'ai rien fait, quoi. Et donc, ça, faut juste accepter que quand ça arrive, ce soit une fierté et pas un truc où tu te dis ah non mais je peux pas les laisser les faire ça, ce client il est beaucoup trop important, machin. Bah non, au contraire, tu vois. Et ça donne des responsabilités aux gens. Ils sont ici, ils veulent rester parce qu'ils sont bien et ils gèrent leur truc. Donc je pense que c'est voilà, être un peu capable soi-même de s'effacer derrière sa marque. Et de se dire que le process et la méthode font que et la qualité des collaborateurs font que tout ça est plus important. C'est un cap qu'on est en train de réussir à franchir, je crois. On parlait tout à l'heure du coup de comment tu as commencé dans le mode agence, et cette idée de si je me casse une jambe ou si je peux pas bosser, tout s'écroule et tu construis pas un actif. Du coup, là, tu parles justement de construire cet actif qui réside en partie dans la marque, en partie dans l'équipe. Aujourd'hui, si tu devais plus être là ou si le business devait être vendu, tu penses que ça fonctionnerait, ou tu vois, quel est l'arc à partir du point où toi tu deviens presque entre guillemets inutile, ou en tout cas non nécessaire dans le fonctionnement du truc? Parce que c'est compliqué d'en arriver à ce point. Tu vois. Moi, j'en suis très très loin. En fait, j'espère que je le serai jamais. C'est-à-dire que aujourd'hui, je peux te dire que plus qu'il y a un an, j'aurais vraiment pas été serein, mais aujourd'hui, il m'arrive un truc, la boîte existe et continue réellement, et voilà. Je pense que ma valeur dans cette boîte, elle est de dire que là, ce serait prétentieux de dire ça, et j'y crois pas, mais dans
dans 5 ans, elle aura, je sais pas si elle aura triplé, mais elle aura doublé, et peut-être plus, tu vois, en tout cas, voilà, parce que je te parle d'excellence et d'ambition c'est pas juste une ambition pour dire, tu vois, c'est pas une mauvaise ambition malsaine, c'est juste se dire, vas-y, on va s'éclater, on va faire des trucs de ouf, tu vois. Et tu vois, dans les projets qu'on a là, je suis en train d'acheter un bureau. J'ai rendez-vous cet après-midi avec ma banque, tu vois. C'est le 2e bureau qu'on achète. On a acheté 350 mètres carrés à Paris, tu vois, dans le genre nomade digital. Je me suis bien foiré. Mais tu vois, en 5 ans, je te parle d'un bureau de 350 mètres carrés dans le 17e, ça a une certaine valeur. Là, on est en train d'acheter un bureau, on sera avec un associé là-dessus, mais à Bordeaux, qui fera à la fin à peu près 1000 mètres carrés, dans lequel on compte faire une piscine, dans lequel on va faire un truc, c'est n'importe quoi le truc. Mais quel est l'objectif de ça ? Bon, c'est un peu de création de valeur, évidemment, mais aussi, c'est aussi une sorte de vision, de se dire que le travail demain, il va changer. Les gens, ils vont venir. Il y aura, je pense, des gens de Paris qui iront aller s'installer. Alors, ça a déjà commencé, je ne suis pas le premier à le dire, hein, je ne révolutionne pas le truc, mais je pense qu'il y en a qui pourront vivre entre Paris et Bordeaux. Il y en a qui, chez nous, mais ailleurs, il y en a qui se diront, oui, cette boîte, elle est quand même... assez cool, il y aura, je sais pas, un bar, un truc, un machin. Bon, il y a WeWork qui fait ça, il y en a plein d'autres, tu vois. Mais moi, dans ma boîte, c'est natif tout ça. Et donc, mon input à moi, il est de dire, j'essaye d'être toujours un peu là-dessus, un vrai moteur des projets sur lesquels, quand au début, même mes associés encore me regardent en me disant, mais t'es un malade, tu vois. On peut pas faire ça. Et en fait, on se regarde, on parle, on échange. De temps en temps, ils ont raison et on peut pas le faire. et de temps en temps, ils ont tort et puis on le fait, tu vois. Donc c'est là où je pense que je peux garder la différence, en tout cas là où moi je veux la faire. Je sais pas si je pourrais, mais je pense que je peux la faire encore. C'est là-dessus, sur l'ambition. Et du coup, tu as parlé tout à l'heure, tu as évoqué des noms comme McKinsey, Ernst & Young, qui sont des espèces de franchises incroyables qui pour le coup, on canonisait un nom je ne sais pas qui était le McKinsey originaire, mais il a dû disparaître il y a un petit moment. Mais la franchise reste une marque d'excellence. C'est quoi le parcours que tu vois pour en arriver là ? C'est-à-dire que comment est-ce que tu canonises un petit peu cette marque ? Comment est-ce que tu en arrives là ? Est-ce que c'est juste faire ce que tu fais aujourd'hui, continuer à le faire pendant 20 ans et tu en arrives là ? Comment est-ce que tu vois cette trajectoire ? Stan, c'est sur un de tes podcasts que j'ai entendu parler du mythe de l'entrepreneur. Ouais, peut-être. C'est possible, ce bouquin ? Non ? T'en as déjà parlé ou pas ? Je me trompe ? Michael Gerber, le mythe de l'automatisation, c'est ça ? Alors ouais, un bouquin qui date de la fin des années 90 où le type existe en gros, tu dois considérer ton entreprise comme si tu allais créer sans franchise derrière. C'est E-Myth de Michael Gerber. The E-Myth, exactement, The E-Myth. Ok. Écoute, c'était un bouquin que j'avais vu il y a longtemps et j'étais déjà dans ce process et quand j'ai réentendu chez toi un peu ce truc-là, j'ai encore poussé un peu plus loin tous ces process. Mais j'aime beaucoup cette image de se dire, en fait, tu vois, là, dans quelques semaines, je vais avoir 4 personnes assez seniors, hein, plus de 30 ans, qui ont des très beaux parcours, très solides, etc., qui vont arriver chez Cosa Vostra. Tu les onboard, mais 4 personnes sur une boîte de 50, c'est presque 10% de ma masse salariale, tu vois, d'un coup. Bon, ça, je l'ai déjà processisé, tout ça, mais je dois le processiser encore plus. C'est une des premières choses que je fais avec eux parce qu'ils sont bons, parce que certains sont consultants, parce que c'est leur dire, OK, ta première mission, c'est tout ce qu'on va faire là, maintenant. Il faut juste bien comprendre qu'on doit pouvoir l'améliorer encore. Ma femme, pour parler un tout petit peu de ma vie privée, après une dizaine d'années chez Facebook, je viens de rentrer chez LinkedIn, j'hallucine sur l'onboarding qu'ils font dans ces boîtes-là. C'est complètement dingue, mais c'est des boîtes qui recrutent rien que sur des sales entre 500 et 1000 commerciaux par an, tu vois. Donc c'est complètement dingue. Et donc du coup, il faut savoir trouver ce qui va au milieu, mais ce qui va rester dans tout ça, c'est donc l'excellence des collaborateurs, mais aussi
le côté pointu des process. Qu'est-ce qui fait la différence entre Stéphanie & Co, qui était ma boîte pré-Cosa Vostra, dans laquelle sont rentrés mes associés après, et Cosa Vostra aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la différence entre une boîte qui avait Mathieu Stéphanie, pseudo digital nomade foiré, et quelques freelance autour, qui étaient tous très bons, vraiment tous très bons, mais pas pérennes et pas habitués ni à bosser nécessairement ensemble. Et puis voilà, c'est la confiance, c'est les process, c'est la sérénité sur le long terme, c'est en fait être capable de dire à des clients, tu rentres chez moi, même si je sais pas moi, mon directeur de création s'en va, ou j'ai la moitié de mes devs qui se cassent du jour au lendemain, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci. Le truc, il va continuer, il va être livré dans les temps, il va être machin, parce que tout est bien fait et bien processisé. Donc, c'est ça la grosse différence. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android, en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.